édition de l'actualité, le président du Faso à Bruxelles. Objectif, renforcer la coopération bilatérale. Sécurité au Sahel, crise sanitaire. Ce sont également là les points abordés par Rochma Christian Kaboré et ses interlocuteurs. Compte rendu de la première journée de la visite de travail à suivre dès le début de ce journal. Renforcement des systèmes d'assurance qualité des produits médicaux. Le projet Promoting the Quality of Medicine Plus au Burkina Faso donne le ton. On en sait davantage sur le programme lancé ce matin à Ouagadougou. Dans quelques instants, une partie de pêche dans ce journal, c'est le barrage Oumarou Kanazoué dans le Passoré qui nous livre son trésor aquatique, les bozos élus domicile aux alentours du cours d'eau et nous disent tout de leur activité. Nous les entendrons dans quelques minutes. Des doutes sur l'efficacité du vaccin anti-Covid-19 contre le variant sud-africain du virus, des doutes émis par une étude allant jusqu'à suspendre la campagne de vaccination dans le pays. Une actualité que nous développerons en fin d'édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités dans cette édition. Merci de votre attention. C'est une première journée du travail à Bruxelles, faite d'audience en majorité, des entretiens que le président du Faso a avec plusieurs personnalités. La diplomatie burkinabé à l'offensive donc pour mobiliser les partenaires européens. L'accent est mis sur le développement dans le contexte de crise sécuritaire et sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Le point complet des audiences avec notre envoyé spécial à Bruxelles, Vincent Kendrevego. La sécurité et la pandémie du Covid-19 auront marqué les entretiens que le président du Faso a eu aujourd'hui à Bruxelles. Dans la matinée, Rochma Christian Kaboré a d'abord eu une séance de travail avec le ministre président de Wallonie. Avec Elio Di Rupo, les échanges portent sur la situation sanitaire et sécuritaire au Burkina Faso, leur impact sur le développement et où les deux parties envisagent une coopération renforcée. Là, c'est le président honoraire du Parlement belge et ministre d'État, André Flao, qui vient à la rencontre du président du Faso à son hôtel. Au milieu des échanges, les relations entre le Burkina Faso et la Wallonie et Bruxelles, d'une part, et avec la Belgique, de l'autre. On a parlé de la situation actuelle après sa réélection, le programme qu'il avait et peut-être d'examiner toutes les passerelles, toutes les partenariats que l'on peut développer ou redévelopper en partant de partenariats militaires, en termes de partenariats au développement, en mettant l'accent sur les enfants, la jeunesse, les femmes, mais aussi les problématiques économiques, les problématiques de l'eau. Je crois que des rencontres comme celles-ci, qui sont aussi informelles, ont pour objectif d'identifier tous les points de rencontre et tous les points de partenariat qui peuvent être mis en œuvre pour le bien-être des populations et aussi pour exprimer le plus largement possible la solidarité internationale et la solidarité qui unit les peuples du Burkina et de Belgique depuis de si longues années. Dans l'après-midi et en début de soirée de ce lundi, le président du Faso a d'autres rendez-vous aussi importants, notamment un entretien avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et un dîner avec le Premier ministre du Royaume de Belgique. Et c'est une sorte d'offensive européenne que la diplomatie burkinabé mène ici pour mobiliser des partenaires au développement à l'entame du second quinquennat de Rochma Christian Kaboré. Retour au Burkina Faso où le système d'assurance qualité des produits médicaux reçoit un coup d'accélérateur avec le projet Promoting the Quality of Medicine Plus lancé par l'USAID en collaboration avec le ministère de la Santé. Le but étant d'accroître la disponibilité en produits de santé essentiels de qualité pour la santé publique. Voici pour vous le compte rendu du lancement du programme ce matin à Ouagadougou avec Moussa Ouedraogo et Salif Belem et Solange Guigma. Par ce projet, l'USAID entend renforcer la gouvernance des systèmes d'assurance qualité des produits médicaux et le système de réglementation pour assurer leur qualité dans les secteurs publics et privés. C'est donc une réponse aux défis posés par la disponibilité des produits de santé de mauvaise qualité. Jamais, justement, on est carrément focalisé sur la diminution du fardeau du paludisme.
notamment qui est en fait le prétexte ici pour appuyer l'ensemble du système. Il faut nécessairement que le pays puisse disposer des médicaments de qualité. Parce que vous savez très bien que pour diminuer la mortalité du palu, il faut nécessairement avoir des médicaments qui sont efficaces et qui permettent de guérir le malade. Et pour assurer cela, il nous faut un dispositif au niveau national qui est en mesure de vérifier les médicaments qui arrivent au pays et de s'assurer que ces médicaments qui sont au niveau des points de prestation sont des médicaments de qualité. Et donc c'est en cela qu'il est extrêmement important d'aller dans le sens d'améliorer la qualité des médicaments au niveau du pays. Ce projet va contribuer à l'amélioration des indicateurs de performance du ministère de la Santé en matière d'assurance qualité et à la réduction des médicaments de qualité inférieure. C'est un passage à l'échelle, puisque nous avons d'abord eu une première intervention de 2015 à 2018 qui a pu nous amener des résultats assez probants et qui nous ont convaincus qu'on peut encore aller de l'avant. C'est un projet qui avec l'appui de l'USAID, permettrait de pouvoir appuyer les deux agences qui sont la Nation de régulation pharmaceutique, mais également l'Autorité nationale de santé publique, afin que nous puissions mettre aux populations des médicaments de qualité qui pourront contribuer énormément à l'amélioration de leur santé. D'une durée de 5 ans, le projet de promotion de la qualité des médicaments plus a été financé à hauteur de 326 milliards 983 millions de francs CFA et constitue une opportunité pour les structures bénéficiaires de renforcer la confiance dans leurs prestations et aussi la qualité des produits de santé disponibles sur le marché burkinabé. Qualité et efficacité dans la prestation des services sanitaires, les travailleurs dans la région du centre-ouest pourront désormais bénéficier sur place à Koudougou des examens médicaux et des résultats de qualité et à des coûts sociaux. L'Office de santé des travailleurs se déploie dans la cité du Cavalier Rouge pour se rapprocher davantage de ses premiers bénéficiaires et de toute la population. Images et commentaires de la cérémonie d'inauguration du laboratoire d'analyse médicale de l'OST à Koudougou ce samedi avec Siela Sinawatara et Aimé Solange Digma. C'est dans le but de renforcer son plateau technique et d'améliorer la qualité de ses prestations afin de répondre convenablement aux attentes des travailleurs de Koudougou que l'OST, l'Office de santé des travailleurs, a réalisé ce laboratoire. D'un coût global de 65 795 335 francs CFA, ce laboratoire d'analyse médicale permettra de réaliser différents examens. Notamment la biochimie, la capacité est d'environ 150 tests l'heure au niveau de l'automate de biochimie, indico. Et en immunologie, nous recherchons les anticorps des hépatites B et C, et les antigènes et anticorps du duo dengue pour la recette de dengue et le TDR et puis la goutte épaisse et du paludisme. Et au niveau de la bactériologie, nous faisons les examens cytobactériologiques des urines et la recherche aussi des cystosomes dans les urines. Et en parasito, nous recherchons notamment par le KOP, kyste, œuf, parasite, les parasites courants. Ce laboratoire d'analyse médicale moderne comporte des appareils de dernière génération et donc c'est l'occasion pour nous de demander aux travailleurs principalement mais également à toute la population de Koudougou de faire de ce laboratoire leur laboratoire. En attribuant le local à l'OST, la commune de Koudougou entend contribuer à la création de meilleures conditions pour la surveillance de la santé des travailleurs, un geste qui leur permettra de bénéficier sur place des examens et des résultats de qualité à des coûts sociaux. Le projet était vraiment crucial ici à Koudougou, et comme vous le savez, après le CHU, après le CHR, il n'y avait plus d'autres structures publiques pour offrir ces prestations. Il fallait se référer au privé et pour obtenir ces prestations. Et nous avons pensé qu'en accompagnant l'OST, Koudougou pouvait disposer d'un laboratoire de qualité pour offrir à nos travailleurs, aux populations, des possibilités d'avoir de bonnes analyses à des coûts réduits. Ce laboratoire réfectionné comporte une salle de prélèvement, de bureaux, une salle de manipulation, un magasin, un hall d'attente et des toilettes. Il va contribuer à offrir au personnel soignant un meilleur environnement de travail et aux travailleurs de meilleurs services.
Toute autre chose, à présent, le nouveau ministre en charge de l'environnement poursuit sa tournée de prise de contact avec les différentes entités de son département. C'est le programme d'investissement forestier qui reçoit ce matin la visite de Siméon Savadougou, une sortie qui permet de faire plus ample connaissance avec le PIF. Précision, Issa Kafando, Issa Kanana. Le programme d'investissement forestier PIF dans son ensemble expliquait au tout nouveau ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Lancé en 2014, ce programme subdivisé en 4 grands projets intervient dans 5 régions du Burkina Faso. Son objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts afin de renforcer leur capacité de séquestration de carbone et lutter contre la pauvreté en milieu rural. Ce projet a mis en place ce que nous appelons un centre national de formation sur la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ça, c'est vraiment un joyau pour notre pays, pour notre ministère, parce que l'objectif de ce centre, c'est d'en faire donc un centre de référence en matière de réduction des émissions de RED+. En 5 années de mise en œuvre, le PIF fait plusieurs réalisations sur le terrain. Entre autres, la préservation de milliers d'hectares de forêt, la construction de nombreuses infrastructures et équipements socio-économiques, la création de près de 5 000 emplois et la réduction de la pauvreté de près de 47% dans ces zones d'intervention. Ce programme d'investissement, nous sommes le seul pays sahélien en bénéficie. Malheureusement, nous tirons vers la fin de ces projets. Donc j'ai donné les instructions pour qu'il y ait une bonne fin de ces projets, mais également une possibilité nous a été donnée de réintroduire d'autres projets. Donc j'ai insisté et j'ai donné les instructions pour que la réécriture de ces projets se fasse donc assez rapidement et voir dans quelle mesure on peut élargir l'impact de ces projets. Au-delà de tous ces échanges, cette rencontre selon le ministre Siméon Savadougou se veut une visite de prise de contact et d'encouragement du personnel du PIF. Une occasion également pour le ministre en charge de l'environnement de solliciter leur accompagnement pour la réussite de la mission à Louassina. Et voici la politique de maillage sécuritaire adoptée par la région des Hauts-Bassins qui se précise sur le terrain à Béréba. Conséquence, la commune rurale dispose désormais d'un commissariat de police, une infrastructure qui devrait améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité dans la zone, suivant le compte-rendu de la cérémonie de réception des clés du bâtiment avec Hassan Gourabou et Kadou Romenki. La commune rurale de Béréba dispose désormais d'un nouveau siège de commissariat de police. Un nouveau siège offert par le Conseil régional des Hauts-Bassins qui concrétise ainsi l'une des recommandations du Forum régional sur la sécurité tenu à Bobo-Dioulasso le 18 octobre 2017. Une recommandation relative au maillage sécuritaire par la création de nouveaux postes de sécurité. C'est pour cette raison qu'on a construit ce commissariat ici. Je crois que ça fait 44 800 000 et quelques. Et on est en train de construire un autre commissariat dans l'arrondissement 2 de Bobo, qui fait 42 millions et quelques aussi. Et nous sommes en train de clôturer la gendarmerie de la brigade territoriale. À Orodara, nous avons effectivement électrifié la gendarmerie. De quoi doter les forces de défense et de sécurité en moyens nécessaires à la mission de sécurisation de leurs zones respectives. Un engagement à leur côté, salué ici à sa juste valeur. C'est un joyau qui est la bienvenue. En tout cas, ça va beaucoup nous aider, en tout cas, dans l'exécution de nos missions. Ils sont conscients du cadeau qu'on leur a fait. Et ils vont prendre les dispositions nécessaires là pour que ce bâtiment-là puisse durer dans le temps. Le nouveau siège du commissariat de police de Béréba comprend 8 pièces. Il est bâti sur 300 mètres carrés sur une superficie de plus de 1000 mètres carrés qui est la propriété de la police. Des latrines et une clôture sont entre autres des doléances exprimées ici par les heureux bénéficiaires du jour. La cour d'appel de Bobo-Dioulasso s'est déportée à Banfoa pour la deuxième session de la chambre criminelle
avec une vingtaine de dossiers impliquant une trentaine d'accusés inscrits pour jugement. Le point de la première journée avec Manek Ayen et Ali Traoré. 20 dossiers sont inscrits à cette deuxième session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso pour cette année 2021. Et durant 10 jours, ces acteurs de la justice auront la tâche de juger ces crimes afin de situer les responsabilités. Nous nous déplaçons parce que tout simplement, il s'agit donc pour la cour de se rapprocher plus des justiciables. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir juger sur place les dossiers. Les personnes qui sont impliquées dans la commission de diverses infractions, donc éligibles donc, au niveau de la Cour. Il s'agit également pour nous de communiquer avec la population, de la faire comprendre que la justice est là pour elle. Cette deuxième session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso est délocalisée ici dans la cité du Paysan Noir. Et le choix de Banfora n'est pas fortuit. 20 dossiers impliquant 36 accusés. Nous avons des infractions qui ont trait au détournement des deniers publics, des infractions des crimes de sang comme l'assassinat, le meurtre. Il y a des infractions portant atteinte aux bonnes mœurs comme le viol. Il y a des infractions portant atteinte à la législation des stupéfiants. Et il y a des infractions également relativement au faux et des infractions portant atteinte à des biens privés. Ces audiences sont ouvertes au public et ce sont 6 sessions qui vont se tenir de janvier à juin 2021 dans la juridiction de Banfora, Boromo, Orodara, Djebougou et Dédougou. Voici pour nous le moment de marquer un arrêt pour une partie de pêche dans ce journal et c'est au barrage Oumarou Kanazoué dans le Passoré que nous nous rendons pour cela. L'activité menée par les bozos et visiblement le trésor aquatique est une réalité dans ces eaux. Petit bémol, les hautes herbes qui menacent la disponibilité de la ressource eau. Mais qu'à cela ne tienne, zoom sur un trésor au cœur de la province du Passoré avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Les pirogues de pêche accostées aux abords du barrage Oumarou Kanazoué dans le Passoré. À quelques mètres de là, le domicile des pêcheurs, encore appelé Bozo. Ici, il y a du poisson fumé et du frais. Sorti de l'eau il y a juste quelques heures. Voilà, vers 4 heures du matin que nous partons faire sortir les filets de l'eau et nous vidons les poissons. Si nous maillons avec le poisson, je me charge de les retirer du filet et ensuite procéder au nettoyage. La pêche dans le barrage Oumarou Kanazoué. Ces hommes en sont les spécialistes. Karim est le patriarche. Venu de Yatenga, il est ici depuis 48 ans. Ces filets, il les prépare pour la pêche du lendemain. Le filet vient en balle et c'est nous qui morcelons en fonction de ce que nous voulons, 50 mètres, 40 mètres, etc. Entente parfaite entre ces pêcheurs, venus des régions du Nord, du plateau central et même de Haut-Bassin. Chacun est passé par l'initiation et le secret ne se dévoile pas. Mais l'engouement pour cette activité rime avec sa rentabilité. C'est en 2012. J'ai quitté Bobo en 2012 pour venir ici. Mon travail, c'est la pêche. J'ai une famille et j'envoie l'argent pour les dépenses. Vraiment, il y a du profit dans la pêche. Le poisson sorti de l'eau est immédiatement vendu. Madame Sankara, vendeuse, se ravitaille ici chaque matin. Et dans son lieu de vente, du poisson frais et frais pour les clients. Le jour où il y a poisson, je prends 100 kilos. Le kilo de sardine coûte 800 francs et celui du sulu 1000 francs. Sur 100 kilos, je peux gagner 500 francs de bénéfice. Pour ces pêcheurs, l'activité est bénéfique, mais il crie à l'envahissement du barrage par la jacente d'eau. Ces hautes herbes qui font le refuge des poissons. L'association des pêcheurs tente de couper ces envahisseurs, mais la victoire n'est pas pour demain. Et en culture, l'univers des festivals au Burkina Faso qui enregistre un nouveau rendez-vous.
le Festival des libertés de Ouagadougou pour offrir un cadre d'expression artistique aux personnes vivant avec un handicap physique. En un mot, le festival est un festival inclusif donc pour mieux valoriser les minorités. C'est l'association Kambeogonere Yinga qui est l'initiatrice de cet événement. Ouverture du Fellow samedi en présence de Nongba Kouda et Amadou Marcel To. Culture, liberté et droits des minorités. Le Festival des libertés de Ouagadougou dresse la scène pour les artistes vivant avec un handicap. Handicapés visuels ou moteurs, sans complexe, ils ont mis à profit leur talent de chanteur et de chorégraphe pour davantage dénoncer toute forme d'exclusion sociale. Ils sont combattus à l'ombre, moralement et physiquement. Certains sont découragés, ils ont même enterré l'art. On s'est dit, Fellow sera un festival de lobbying pour les minorités. Nous, à travers Fellow, nous souhaitons que tous les festivals qui se tiendront à Ouagadougou prennent en compte des minorités. Ils ont quelque chose à présenter. Vous-même, vous avez vu ce soir, ce n'est que du plaisir. Vraiment, c'est une belle initiative, c'est une initiative qu'on doit perpétuer, qu'on doit la soutenir pour que ça puisse aller de l'avant. Parce que c'est un festival qui nous permet aussi de nous exprimer. Vous avez vu les prestations que les personnes handicapées ont fait. Ça veut dire qu'ils sont capables. Hein? Ils ont des qualités, ça veut dire ils ont des domaines où ils excellent. Donc, il suffit de les appuyer et de les accompagner. Pour cette première édition de ce festival inclusif, l'association Kambeogonere, la promotrice, a par ailleurs prévu des panels et des rencontres d'échange, toujours sur la défense et la protection des minorités. Les sœurs de l'Immaculée Conception s'apprêtent à entrer dans la célébration de leur centenaire. Fondé en 1924, cet institut religieux de l'Église catholique est engagé au service de la nation. En prélude à l'ouverture de ce jubilé, nous vous proposons une série de reportages aujourd'hui aperçus de l'aspect historique avec Nongba Kouda et Viviane Tiendrebego. Leur présence donne un cachet particulier aux célébrations ordinaires et aux grandes solennités de l'Église du Burkina Faso. Parmi les nombreuses congrégations qui vivent au pays des hommes intègres, il y a les Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. À l'initiative de la fondation de cet institut, Monseigneur Chouani Thévenou, arrivé à Ouagadougou le 11 novembre 1903, il a travaillé à l'agrandissement de l'église au Mogo avant d'être son premier vicaire apostolique en 1921. Avec les Sœurs Blanches, il travaille à la promotion de la jeune fille et de la jeune femme. De là sont nées de nombreuses vocations. Parmi ces jeunes filles qui étaient accueillies et qui apprenaient le métier de tissage et la langue, certaines ont dit je veux être religieuse comme vous, puisqu'il y avait les sœurs blanches qui s'occupaient d'elles. Donc je veux être religieuse. Et la toute première s'est adressée à Monseigneur Chouani Thévenou qui était surpris, mais qui a accueilli favorablement. Et c'est comme cela que Monseigneur Chouani Thévenou a mis en place la formation de ces jeunes filles et qui a abouti finalement à l'engagement de la toute première. Institut autochtone, les Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou ont plusieurs missions. Nous sommes consacrés à Dieu pour être tout à Dieu. Alors nous nous donnons pour que Dieu soit glorifié à travers la célébration de l'Eucharistie en prenant le soin de bien apprêter tout ce qui est nécessaire pour la messe. Cela veut dire que nous nous engageons dans toutes les activités paroissiales à travers la catéchèse, l'animation de la liturgie, l'accompagnement des différents groupes
de mouvements d'action catholique pour mieux vivre avec les personnes et les porter davantage dans nos actions et dans nos prières. Implantée à ses débuts dans l'archidiocèse de Ouagadougou, la congrégation est aujourd'hui présente dans 12 diocèses du Burkina Faso et 9 pays du monde. En sport, le Maroc remporte pour la deuxième fois consécutive le trophée du championnat d'Afrique des Nations en battant le Mali 2-0 à Yaoundé. Le résumé de la finale avec Alain Didier Compaoré. La fin du match sifflée ici au stade Amadou Ahidjo. C'est un doublé historique pour les Lions de la place. Après avoir remporté le 5e championnat d'Afrique des Nations à domicile en 2018, le Maroc s'adjuge de nouveau le titre du CHAN au Cameroun en battant en finale le Mali 2-0. Pour cette rencontre, la meilleure défense, le Mali était face à la meilleure attaque, le Maroc. Il faut attendre la 18e minute pour voir la première occasion marocaine signée à Subi. Mais Didi Diarra repousse. Les Aigles réagissent par l'entremise de Moussa Kone qui bute sur Anas Niti, le portier des Lions de la place. Toutefois, aucun but ne sera inscrit jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, la finale gagne en intensité. Sur cette action de la 51e minute, les Marocains réclament un penalty pourtant existant qu'ils n'obtiendront pas. À la 56e minute, la tête de Kanouté sur ce coup franc passe à côté. 8 minutes plus tard, Moussa Kone échoue de nouveau devant Ziti. Face à face de Moussa Les Maliens finissent par craquer sur ce corner de la 68e minute. La tête de Boufti est imparable. 1-0 pour le Maroc. 69e minute. Puis sur un autre corner à la 79e minute, le capitaine El Kabi fait le break. 2-0 pour le Maroc. Un score qui ne évoluera pas jusqu'au terme de la rencontre. Le Maroc décroche ainsi son deuxième sacre consécutif de la compétition. Trophée et médaille en or. Un titre qui défendra certainement en 2023 en Algérie. À l'étranger, l'efficacité du vaccin anti-Covid-19 mise en question contre le variant sud-africain du virus. Pas encore de résultats sur son efficacité contre les formes graves. Le vaccin AstraZeneca est pourtant sur le marché dans plusieurs pays. Alors que plusieurs pays d'Europe ont commencé à administrer des doses du vaccin d'Oxford AstraZeneca, une étude d'une université de Johannesburg affirme que le vaccin britannique n'est efficace qu'à 22% contre les formes modérées du variant sud-africain. Résultat, l'Afrique du Sud suspend sa campagne de vaccination qui devait commencer dans les prochains jours. Nous pensons que notre vaccin protégera quand même contre les formes graves de la maladie, a affirmé pour sa part un porte-parole d'AstraZeneca. Au Royaume-Uni, plus de 12 millions de personnes, soit près d'un cinquième de la population, ont reçu au moins une dose d'un vaccin. Mais malgré les progrès réalisés par les Britanniques dans le déploiement de la vaccination, un rapport des autorités sanitaires suggère que les minorités sont sous-représentées parmi les personnes vaccinées. J'ai vraiment été choqué quand des infirmières sont allées dire aux gens de ne pas se faire vacciner. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'entendre l'une des infirmières à qui j'ai parlé dire « Non, mon pasteur a dit non ». Pendant ce temps, d'autres misent sur le vaccin russe Sputnik V, efficace à 91,6% contre les formes asymptomatiques selon la revue médicale The Lancet. C'est le cas de la Hongrie qui a donné son feu vert au vaccin dimanche après avoir critiqué la lenteur de l'Union européenne. 2 millions de doses ont été commandées et Budapest en a déjà reçu 40 000. Nous avons terminé l'examen du vaccin Sputnik V et nous avons obtenu de bons résultats, explique la chef du Centre national de santé publique hongrois. Enfin, on termine ce tour de l'actualité lié au Covid-19 avec quelques images de Venise où le célèbre carnaval a été maintenu, mais avec des masques anti-Covid à la place des masques vénitiens et sans les centaines de milliers de touristes habituels. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire que Venise peut vivre et renaître comme elle l'a fait plusieurs fois au cours de son histoire.
Avec une série d'événements diffusés en ligne, Venise espère en tout cas maintenir un minimum l'esprit du carnaval qui avait déjà été écourté l'année dernière. Et pour finir, cette vague de froid qui paralyse une partie de l'Europe, une tempête glaciale qui perturbe les transports dans plusieurs pays, la France, elle, doit faire face à un pic de crue. Beaucoup de neige et un froid glacial se sont abattus depuis dimanche sur une grande partie du nord de l'Europe. L'est de l'Angleterre est notamment touché avec de fortes perturbations dans les transports aériens, ferroviaires et routiers. Autre conséquence, la fermeture inopinée de centres de vaccination anti-Covid, aux grandes dames de certains qui ont bravé les éléments. J'avais rendez-vous à 16h30, explique cet homme dans le Suffolk. J'ai pris le risque d'y aller car la météo était très mauvaise. La tempête nommée Darcy a également semé le chaos dans les transports en Allemagne. Dans la nuit de dimanche à lundi, une épaisse couche de neige a recouvert la Bavière. Malgré les appels à la prudence des autorités, les accidents de la route se sont multipliés, faisant au moins 2 morts et une trentaine de blessés. L'épaisseur de la neige est actuellement d'au moins 30 cm. Les services de déneigement continuent leur travail, mais en raison des très fortes chutes de neige, on n'a aucune chance de garder une autoroute complètement déneigée. En Pologne, des épisodes de blizzard ont touché des régions du sud-est avec des températures atteignant les moins 25 degrés. Même à Varsovie, la circulation a été fortement ralentie. Une couche de neige bien moins importante, mais qui a aussi causé des perturbations dans le trafic à Bruxelles, en Belgique, où le thermomètre a également chuté. Au même moment, en France, de fortes pluies ont continué de faire monter le niveau de la Seine à Paris. Les crues les plus importantes ont touché la Charente-Maritime dans le sud-ouest. La crue de la Charente a atteint un pic à 6,20 m ce lundi dans la commune de Saintes, la plus sinistrée. Les rues se sont transformées en canaux et des centaines d'habitants ont dû être évacués. Et c'est la fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Dernier rendez-vous de l'information sur la télévision du Burkina. C'est à 23h avec Amandine Lal Saga. Très belle soirée à tous.